Mais maintenant, un Européen, un ancien commissaire chargé du commerce, il a dirigé l'Organisation mondiale du commerce. Il préside aujourd'hui le Forum de Paris pour la paix. Pascal Lamy, invité de la matinale. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. Vous seriez tenté à l'idée de devenir Premier ministre dans cette période? J'ai passé l'âge. Ce soir, le chancelier allemand et Emmanuel Macron se voient à Brégançon, Pascal Lamy, pour afficher l'entente franco-allemande. Ce que nous, les Français, on appelle le couple. Un auditeur me dit cette expression est ridicule. Les Allemands parlent de moteur ou de relation. Quelles sont, selon vous, les conditions d'une vraie relance du moteur franco-allemand? Partons de l'hypothèse, qui je crois demeure juste, qu'une relance européenne ne peut se faire sans s'appuyer sur ce couple franco-allemand, même si vous avez raison, le mot couple a en France une connotation sentimentale, alors qu'il a une connotation plutôt mécanique chez les Allemands. C'est pas vraiment étonnant. Et donc, la question de fond, c'est de quoi l'Europe a-t-elle besoin pour retrouver la pertinence historique qui a été la sienne pendant très longtemps, mais dans un monde qui a totalement changé. Et je crois que la vérité oblige à dire que le monde a changé beaucoup plus vite que l'Europe, et dans un sens qui n'était absolument pas celui de la construction européenne. En gros, dans un monde de brutes, cette idée que l'intégration économique, un jour, dans le futur, fera de l'intégration politique, et que tout ça, c'est pour bâtir la paix, et faire bénéficier de la paix et de ses dividendes les populations. Tout ça, ça a été vrai pendant longtemps. C'est faux. Je pense qu'on a mis, et moi y compris d'ailleurs, un peu trop de temps à s'en rendre compte, au fond, que la période dans laquelle la géoéconomie a surplombé la géopolitique a en quelque sorte dépassionné les raisons d'État, les raisons de se battre. Cette période-là était plutôt une parenthèse. Et donc, il faut que l'Europe s'ajuste à ce monde et, en gros, se réarme d'un certain nombre de points de vue. Je pense qu'il faut qu'elle se réarme économiquement, parce que si vous comparez le taux de croissance potentiel de l'Europe à celui des États-Unis, de l'Inde ou de la Chine, on est trop bas. On est en gros à la moitié du taux de croissance américain, à un tiers du chinois, à un quart de l'indien. Bon, ça ne va pas. On sera jamais puissant avec une économie qui n'est pas puissante. Bon. Il faut se réarmer stratégiquement. On parlera sans doute de cet accord de Turnberry qu'on a été obligé d'avaler en quelque sorte, modulo la discussion qui va avoir lieu au Parlement et au Conseil, pour des raisons qui ne sont pas commerciales, mais d'abord géostratégiques, pour ne pas perdre ou risquer de perdre, ou en tout cas prendre la responsabilité de risquer de perdre le soutien américain en Ukraine. On est complètement dépendant de la protection américaine. Pendant très longtemps, ça n'a pas été un problème. Moi, quand j'étais commissaire au commerce il y a 20 ans, jamais aucun de mes interlocuteurs américains m'a dit « Attention, l'Europe, si tu fais l'andouille, tu vas voir ce qui va se passer à l'OTAN. » Jamais on n'aurait pu penser ça. Aujourd'hui, les intérêts commerciaux de l'Amérique sont directement liés au niveau d'engagement des Européens en Ukraine. Absolument. Et l'accord de Turnberry est, si je puis dire, commercialement discutable, parce que franchement, c'est très déséquilibré. Mais il est stratégiquement probablement inévitable dès lors qu'on ne voulait pas prendre le risque de perdre le soutien des Américains en Ukraine. Alors ça ne veut pas dire qu'il est garanti, mais ça veut dire que si vous mettez en position de responsabilité politique, voler dans les plumes de Trump, avec ce côté inconstant qu'il a, il aurait pu dire tout de suite « si c'est ça, on est ennemis. Très bien, alors hop, je retiens. » Bon. Et puis le dernier point sur lequel il faut que l'Europe se réarme, et là, c'est plus théorique, c'est plus compliqué, mais c'est sur le plan conceptuel, sur le plan idéologique. Il y a aujourd'hui en Europe un débat entre, disons, des forces traditionnelles, centre-droit, centre-gauche, et des extrêmes, alors qu'on peut qualifier de populistes ou de nationalistes, ça c'est une affaire d'opinion, mais dont je crois qu'il est très important, y compris pour le business européen.
On est en train de monter une grande fondation qui réunira les instituts Jacques Delors et une autre organisation du même type à Bruxelles qui s'appelle Friends of Europe. Et bon, évidemment, on va aller chercher de l'argent pour monter cette grande fondation. Et quand j'en parle à soutien potentiel, si je puis dire, l'argument principal, c'est que le business européen, l'économie européenne, qui a besoin de croissance, qui a besoin de se développer, qui a besoin d'ambition, ne pourra pas le faire dans une Europe qui reste aussi fractionnée qu'elle l'est. Et la vérité, aujourd'hui, c'est que l'Europe, elle est trop fractionnée sur le plan idéologique et en conséquence trop fractionnée dans son action. Alors, je sais bien que quand on est vieux, on a toujours la tentation du laudator temporis acti, mais par exemple, le fait que la Commission européenne aujourd'hui ne soit plus ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le gendarme du marché intérieur, et que quand les États membres ne transposent pas des directives européennes, ou quand ils le font de manière aussi désordonnée, elle ait pris l'habitude de ne rien dire pour pas emmerder les États membres, ça, ce sont des choses qui ne vont pas. Et Pascal Lamy, il faut le dire. L'Europe, on lui reproche aussi d'avoir été molle dans cette négociation avec les Américains. Est-ce que c'est un procès justifié ? D'un côté, c'est vrai que c'est un mauvais accord. De l'autre côté, quelle était l'alternative dès lors que nous sommes très dépendants de la protection américaine sur le plan stratégique? On n'avait pas le choix. Pour vous, on n'avait pas le choix. Alors, je pense Thierry Breton, ici, lundi, disait, et encore, il y est allé moderato, si j'ose dire, il disait, on ne sait plus négocier. Et vous-même, dans les Échos, il y a quelques semaines, quelques mois, vous disiez, avec Trump, il faut y aller avec un Colt sur la table. Je suis d'accord, et j'ai publié, notamment sur le site des Instituts Jacques Delors et dans le Grand Continent, un papier très nuancé sur cet accord, mais dans l'ensemble, il n'est pas bon. Mais est-ce qu'il y avait l'espace pour voler dans les plumes de Trump? D'abord, il n'y avait pas l'espace au Conseil des ministres. Il n'y avait pas une majorité d'États membres qui étaient pour. Et la Commission, elle est quand même dépendante de ce mandat. Bon. Et d'autre part, c'est vrai que je pense que tactiquement, enfin ça, on rentre dans des détails, on aurait pu s'y prendre autrement. Et en tout cas, montrer les politique fiction, mais ça peut être intéressant. Un Sarkozy à la place d'Ursula von der Leyen, un Sarkozy ou un autre, ou une femme d'ailleurs, hein, bon, il aurait fait mieux. Est-ce que la question du tempérament dans ces négociations, ce côté un peu, pardonnez-moi mesdames, un peu viril, mais les femmes peuvent être viriles autant que les hommes, certains disent ça a manqué, évidemment il y a un procès en sexisme vis-à-vis de madame von der Leyen, mais est-ce que le tempérament des négociateurs, et notamment des leaders, aurait pu changer la donne? Non, mais je pense s'il y a un procès à faire, et ce procès va avoir lieu, hein. On est dans une démocratie en Europe. Ce qui a été accordé entre Trump et von der Leyen à Thornberry, ça va aller au Conseil des ministres pour approbation. Il y aura ou pas une majorité, ça va aller au Parlement. Et donc le débat, il va avoir lieu. Il faut pas faire comme si c'était décidé. Il va avoir lieu. Le pour et le contre vont pouvoir s'exprimer. Mais s'il y a un procès à faire, madame von der Leyen, c'est plutôt, je crois, dans la manière dont elle gère la Commission et, disons, dans un penchant transatlantiste, plutôt que dans une affaire de tempérament ou de sexe. C'est très important ce que vous venez de dire, un penchant transatlantiste pour la présidente de la Commission européenne, alors que tout le monde dit que l'Europe doit s'affirmer, doit éviter de se laisser prendre au piège de Trump, de cette connexion entre le conflit ukrainien et les intérêts commerciaux américains. Vous êtes en train de me dire qu'Ursula von der Leyen, vous, ancien commissaire européen, fait un peu le jeu des États-Unis. Je pense qu'elle a un tempérament qui vient de son éducation, qui vient de sa nationalité, qui vient de son expérience, qui rend très difficile l'idée qu'il faut se sevrer du soutien américain. Mais reconnaissons que c'est un problème. Encore une fois, moi je n'ai jamais eu ce problème il y a 20 ans. Aujourd'hui, on le prend en plein dans la figure, et la conclusion c'est quoi ? C'est que il faut que l'Europe se renforce. Elle se renforcera pas en éclatant, elle se renforcera en devenant plus unie. Et la conséquence à tirer de Thornberry, c'est qu'il faut accélérer la marche vers ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Et si Trump et Poutine, dans toutes les horreurs qu'ils pratiquent,
aboutissait à ça, on aurait peut-être réussi à faire un peu de judo avec l'histoire. C'est la théorie du coup de pied au cul. Pascal Lamy, passez-moi l'expression. Hier, à la rencontre des entreprises de France, l'ambassadeur de Chine a pris la parole et il a vanté les mérites du libre-échange. Il a joué les bons élèves, évidemment, de ce libre-échange et du commerce international. Est-ce que la France, est-ce que l'Europe doivent regarder du côté de la Chine pendant que Trump pratique le protectionnisme, une sorte de chassé-croisé? Est-ce qu'on a tenu à distance la Chine, privilégié les États-Unis? Est-ce que notre intérêt n'est pas, contrairement à ce que les États-Unis nous disent depuis de nombreuses années, de commercer avec la Chine? Alors, la réponse commerciale, elle est claire. L'Union européenne a besoin du marché chinois. Les Américains peuvent penser qu'ils n'en ont pas besoin. Nous, on en a besoin pour tout un tas de raisons. Et donc la question, c'est pas de savoir s'il faut regarder du côté de la Chine. Bien sûr qu'il faut regarder du côté de la Chine. La question, c'est de savoir si la Chine doit regarder du côté de l'Europe et si ce qui, dans le système chinois, aujourd'hui, provoque ce surplus commercial extérieur excessif, c'est-à-dire en gros cette sous-consommation et cette surproduction, qui tient à la nature du régime politique chinois, parce que c'est le parti qui guide l'économie et pas la rationalité économique ou celle des marchés, c'est ça qui doit changer. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Alors, on murmure que M. Xi Jinping n'est peut-être plus tout à fait aussi assuré de son avenir, que c'est le cas il y a quelques années, pour diverses raisons. Il est malade, il est affaibli politiquement. Il y a des rumeurs dans les deux sens. C'est vous qui le dites. Hein. Je dis pas ça, je dis qu'il y a des rumeurs, pour ce que ça vaut. J'y vais d'ailleurs assez régulièrement pour un certain nombre de raisons, notamment parce que j'enseigne dans une université chinoise à Shanghai. Mais je pense que la vraie question, elle est là. C'est quelque chose de très systémique. Cela étant, il y a des domaines comme l'environnement, comme l'océan, comme la science, sur lesquels aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Corée, le Japon, l'Indonésie sont beaucoup plus en ligne qu'avec les Américains. Donc en fait, il faut aller chercher des zones d'échange, de libre-échange, y compris culturelles d'ailleurs, puisque c'est ce que vous entendez avec les questions écologiques. Absolument. Il faut aller les chercher par là-bas, selon un constat qui commence à être fait par les experts, qui a une régionalisation du commerce mondial. On va vers ça? Ça, j'en suis moins sûr. Hein. Quand je regarde les chiffres, je vois la globalisation continuer, l'échange international augmenter, les chaînes de valeur pour un certain nombre d'entre elles se diversifier, mais ça contribue, si je puis dire, à une augmentation de l'échange international. Et la régionalisation, elle aura un peu lieu, notamment sous l'influence des droits de douane de Trump, parce qu'il y a un certain nombre de chaînes de valeur qui se réorganisent pour produire ailleurs que sur ceux qui sont hyper taxés, comme on l'avait d'ailleurs déjà vu le premier mandat de Trump. Si les Chinois produisent moins de la valeur qu'ils exportent aux États-Unis, mais qu'il y a un peu plus qui est produit au Bangladesh ou au Vietnam, ça change pas grand-chose à la globalisation, même si effectivement ça induit un peu de régionalisation, mais je ne crois pas à l'idée de ces blocs, et d'ailleurs, par ailleurs, j'espère, et je crois, que, au fond, les États-Unis, c'est 13% des importations mondiales, pas 30%, 13%. D'accord, c'est 50% de la finance mondiale, mais 13% du commerce mondial. Si les 87 autres pourcents, et si l'Europe fait ce qu'il faut pour mobiliser un camp international anti-Trump sur les questions commerciales, voire sur les questions politiques le moment venu, il va peut-être falloir s'y mettre. Pascal Lamy, ma dernière question à l'ancien directeur général de l'OMC, mais ancien homme de gauche, peut-être toujours homme de gauche, ancien membre du Parti Socialiste en tout cas, jusqu'en 2019. La gauche aujourd'hui, elle estime que la stratégie de Bayrou est néfaste pour l'économie, que la France ne risque en aucun cas la tutelle du FMI, que le surendettement, c'est pas finalement si grave que ça, on a toujours de la dette, on la garde, l'essentiel c'est de pas laisser filer les intérêts, bref... Elle explique, la gauche, que c'est pas l'opposition qui est irresponsable, que c'est le Premier ministre. Que dites-vous de la position de la gauche et du PS là-dessus ?
Ma dernière question. Bon, je crois que, quels que soient ses défauts, ce Premier ministre a mis le doigt sur un sujet important, majeur pour l'avenir du pays, qui est la dette. Bon. Et comme vous venez de le dire, d'ailleurs, peut-être que l'essentiel, c'est pas le niveau d'endettement. L'essentiel, c'est le coût de la dette. Or, quand je regarde les courbes sur le coût de la dette française à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis 6 mois, on n'arrête pas de baisser dans le classement européen. Si ça continue comme ça, dans quelques semaines, on paiera davantage que les Italiens. Le jour où c'est la dette française qui est la plus chère en Europe, c'est-à-dire celle pour laquelle il faut payer le plus, alors on risque un effet boule de neige. On n'y est pas encore, mais ça pourrait bien arriver. Et là, l'impact budgétaire du coût de la dette risque d'augmenter brutalement. Et ça, je crois qu'il faut vraiment tout faire pour l'éviter. La gauche nie ce problème, est-elle irresponsable ? Bon, je pense qu'elle est simplement dans une situation dans laquelle elle est très très loin d'être majoritaire et elle se pose la question de savoir, en France, pour avoir un président de la République élu, il faut avoir une majorité dans le pays. Il n'y en a pas, mais je crois qu'au moins sur ces sujets, et notamment le risque d'une augmentation brutale de la dette française, pas de la dette, mais du coût de la dette française, je crois que là-dessus, tous les gens responsables devraient être d'accord sur le fait qu'il faut l'éviter. Pascal Lamy, merci, ancien directeur général de l'OMC, invité de la matinale de Radio Classique. À bientôt. Merci d'être venu parler aux auditeurs. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et le grand retour de Franz-Olivier Gisbert. Radio Classique.